Merci de votre fidélité à Nuad Info et soyez les bienvenus pour un nouveau numéro de décryptage de fortes tensions repris à Tripoli sur fond de crainte d'une escalade militaire entre les camps rivaux de l'Est et de l'Ouest de la Libye. Et ces tensions menacent sérieusement l'accord de transition politique signé en février 2021 sous l'égide de l'ONU, selon des experts. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quelle est la situation actuelle à Tripoli? À Tripoli, on a une situation qui est restée incertaine et c'est le cas depuis fort longtemps. Parce qu'en fait, même quand il n'y a pas d'affrontement, vous avez des milices, des groupes armés qui sont là dans une sorte de gouvernance commune, mais sans que les gens se fassent confiance les uns les autres. On se rappelle que tout récemment, juste au mois de mai, il y a eu des affrontements au niveau de Tripoli, dans la partie de la Libye qui est Tripoli aujourd'hui, avec le Premier ministre Beiba. Au niveau de l'Est également, vous avez toujours le maréchal Haftar qui est le chef de file, mais là-bas également, vous avez des difficultés au niveau de la partie Est, parce que ce n'est pas le maréchal avec l'armée de libération nationale qui est le seul mouvement armé qui se trouve dans cette zone. Donc, depuis qu'on a échoué avec la première feuille de route, on a échoué juste à pratiquement 2 mois de la tenue de l'élection présidentielle qui devrait permettre que les donnes changent. On est retourné à la situation antérieure avec une Libye de l'Est, une Libye de l'Ouest, un risque d'affrontement à tout moment entre la Libye de l'Est et la Libye de l'Ouest. Ce que les gens oublient, c'est que dans la Libye de l'Ouest, il y a des problèmes et dans la Libye de l'Est également, il y a des problèmes. Et selon vous, quels sont les enjeux politiques derrière cette escalade de violence à Tripoli? En fait, est-ce qu'on peut parler d'enjeux politiques? Parce que pour moi, quand on parle de politique, c'est quelqu'un qui a comme ambition de vouloir régler les problèmes de la Libye avec les Libyens et pour les Libyens. Mais malheureusement, comme on le voit dans les conflits souvent en Afrique, vous avez deux groupes de personnes qui s'affrontent. Et la première chose qu'on met devant, c'est la victoire de la personne ou bien la victoire du groupe. Mais qu'on se rappelle que les Nations Unies ont envoyé plusieurs représentants spéciaux au niveau de la Libye. Ils ont tous démissionné pratiquement. Et au moment de la démission, jusqu'au dernier, notre compatriote, le professeur Abdoulaye Bathily, ils disent tous exactement la même chose. Ils ne peuvent pas comprendre que ceux qui sont des étrangers, ils sont envoyés par les Nations Unies, veuillent la paix plus que les acteurs libyens eux-mêmes qui sont responsables de la situation actuelle. Quand ils font la médiation, ils sentent carrément que ce qui intéresse ces gens-là, ce n'est pas une Libye réunifiée, ce n'est pas une Libye qu'on remet dans les règles pour permettre aux populations libyennes de pouvoir retrouver une situation normale. Le deuxième critère qu'ils donnent, on ne peut pas faire confiance à ces gens. Parce que vous allez les voir, puisque les médiations se font indirectement, les gens disent une chose, les autres disent une chose, et par la suite, les gens reviennent sur leur déclaration, de sorte que le médiateur est là, il n'avance pas. Comme si lui, il n'est pas capable d'accomplir la mission qu'on lui a confiée, alors que ceux qui sont sur le terrain, ce sont eux-mêmes les facteurs de blocage par rapport à la médiation. On a vu comment plusieurs médiateurs des Nations Unies ont dû démissionner à cause des acteurs libyens eux-mêmes. Est-ce que ces nouveaux affrontements risquent de compromettre l'accord de transition politique signé en 2021? Cet accord est déjà compromis parce que c'est cet accord qui avait permis progressivement de réunir les deux Libyes. Puisqu'on avait réussi cela, refaire un seul parlement, faire un gouvernement qui prenait en compte ce qui était au niveau de l'Est. Mais comme je l'ai dit, à l'approche de l'élection présidentielle, sur les critères d'éligibilité, il y avait une mésentente. Il y a des personnes qu'on avait dit qu'elles ne pouvaient pas être candidates. Vous avez des populations appartenant à la région de ces personnes qui ont dit que dans notre région, personne ne fera campagne. Finalement, la feuille de route a volé en éclats. Et pourtant, cette feuille de route était extrêmement avancée parce qu'on avait réussi à remettre l'Est et l'Ouest ensemble, sans oublier bien sûr les autres groupes dont je parle, parce qu'ils ne sont pas les seuls groupes, sans oublier une société civile libyenne également qui est particulièrement esselée, sur laquelle les Nations Unies se sont appuyées en partie pour trouver ces accords. Mais ça fait qu'aujourd'hui, il y a plutôt une sorte de statu quo qui ne dit pas son nom.
si on était dans les accords de 2021, mais les accords de 2021 n'avaient pas prévu qu'on aille jusqu'en 2025 sans que la situation ne soit résolue. C'est-à-dire, actuellement, c'est le dernier papier signé qui est disponible, mais ce papier signé n'est plus la réalité sur le terrain. Quelles mesures pourraient donc être prises pour désamorcer, en tout cas, la crise actuelle et favoriser un dialogue entre les deux camps rivaux? Il y a une initiative qui est là avec 3 pays qui géographiquement sont proches de la Libye, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte. Et ces pays ont raison parce qu'une instabilité au niveau de la Libye peut rapidement concerner leur propre pays. Et dans cette initiative, quand vous regardez, on revient à la seule initiative qui a marché le plus. Parce qu'il faut le rappeler, il y a eu plein d'initiatives. La Russie a eu son initiative, Berlin a eu son initiative, Paris a eu son initiative, l'Union africaine, les Nations unies, rien n'a marché. L'initiative qui avait marché, de façon discrète, on avait amené les Libyens à se retrouver entre eux, politique, société civile, etc., en enlevant les étrangers. Parce qu'il ne faut pas oublier que chacune des parties, à l'est comme à l'ouest, est appuyée par des puissances étrangères et appuyée également par des milices. Parce que je fais la part des choses. Il y a des puissances étrangères, il y a des milices également qui les accompagnent dans les combats. Les gens s'étaient rendus compte qu'avec cela, il n'était pas possible de trouver une solution. Ils ont fait un dialogue inter-libyen en demandant aux autres de s'écarter parce que ça ne les regarde pas. Et ça avait donné cette feuille de route qui était pratiquement la chose la plus avancée qu'on a obtenue. Actuellement, cette initiative avec l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte revient à ça, un dialogue inclusif, c'est-à-dire n'exclure d'abord personne, puisque c'est ce qui avait été fait la dernière fois, réclamer le retrait des milices étrangères, parce que c'est des gens qui n'ont pas intérêt à ce que la guerre s'arrête, parce qu'on est là, on est payé pour faire la guerre. Si la guerre s'arrête, on ne va plus payer ces gens. Et dans ce processus, la Tunisie s'est proposée pour accueillir une rencontre inter-libyenne et que peut-être dans cette rencontre, il va être possible de mettre les bases pour une autre feuille de route qui permettra de réunifier la Libye et de ramener la stabilité. Il y a des risques, justement, parlons de stabilité, qu'il y ait des conséquences lourdes pour la stabilité même de la Libye, mais également de la région. Oui, mais il y a des risques parce que c'est pourquoi l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte sont particulièrement intéressés, parce que quand vous regardez, une véritable déstabilisation de la Libye leur créera des problèmes. N'oublions pas que nous sommes plus loin de la Libye. Mais la déstabilisation de Kadhafi, on a vu toutes les conséquences que cela a eu au niveau du Sahel. Parce que bon, nos pays ne sont pas comme l'Algérie, l'Égypte, où les gens ont une armée, grosse armée bien préparée, qui s'attendaient à des difficultés, qui s'étaient préparées. Les perturbations n'ont pas pu aller très loin parce que très tôt, eux, ils avaient pris leur disposition. Contrairement à nous autres qui nous sommes laissés surpris par ces conséquences-là. Donc ces pays veulent résoudre ce problème. Je donne un exemple tout simple. La Libye était le chemin par lequel on passait pour aller en Europe. Avec la déstabilisation de la Libye, les Africains se sont retournés vers les autres pays en quittant la Libye. Et vous voyez tout ce qui se passe en Tunisie actuellement, avec même le racisme à l'endroit des populations qui passent là-bas pour pouvoir aller vers le continent européen. Ce qui veut dire que tant qu'il n'y aura pas de stabilité en Libye, si c'est juste pour la question de la migration qu'on voit les problèmes se déverser, mais il risque de voir se déverser des problèmes qui sont encore beaucoup plus graves. Parce que la migration, c'est juste quelqu'un qui traverse un pays qui veut partir, il n'a pas l'intention de s'installer. Si la déstabilisation persiste, mais les groupes armés peuvent traverser les frontières, comme on le voit au niveau du Sahel. Et quel rôle peuvent jouer les Nations Unies, la communauté internationale également, pour soutenir la stabilité dans le pays? Les Nations Unies sont l'organisme qui devrait le mieux pouvoir résoudre ce problème, puisque les Nations Unies ont été créées pour cela. Mais je disais tout à l'heure qu'il y a les pays étrangers, pour ne pas parler de puissance, qui sont là-bas. Les Américains sont là-bas. La Russie est là-bas. La Turquie est là-bas. L'Égypte est là-bas. Les Émirats arabes unis sont là-bas. Et chacun est dans un camp. Et quand on parle des Nations Unies, c'est ces mêmes pays qui vont se retrouver au niveau des Nations Unies pour pouvoir résoudre le problème. Et particulièrement, quand on parle des Nations Unies,
c'est surtout le droit de veto avec les 5 pays qui sont au niveau du Conseil de sécurité. Mais avec les Américains d'un côté, la Russie d'un côté, tout le monde sait ce qui se passe au niveau du Conseil de sécurité. Quand on veut prendre une décision, l'autre mettra son veto et finalement, les Nations Unies se retrouvent handicapées. De sorte que sur la question libyenne, les Nations Unies accompagnent les initiatives qui sont prises. Elles sont en train d'accompagner, par exemple, cette initiative de ces 3 pays, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, en espérant qu'on puisse, par cela, trouver une solution. Parce qu'une action directement des Nations Unies, je ne crois pas du tout que ça va pouvoir régler le problème de la Libye. L'avenir donc de l'accord de 2021 trouvé est incertain aujourd'hui dans ce contexte actuel. En fait, l'accord est intéressant parce que c'est la seule base qui est là. Il ne faudrait pas la jeter. Mais quand on regarde objectivement, l'accord est devenu caduc. Est-ce qu'ils peuvent encore le sauver? Ils peuvent sauver l'accord parce que quand on reviendra sur l'accord, il y a des données qui ont changé. Il va falloir ajuster cet accord. Et le mieux, c'est cette initiative qui avait marché, qu'on reprenne les éléments de cette initiative. C'est vous les Libyens, c'est votre pays, vous détruisez votre pays, vous tuez vos concitoyens. Donc vous devez être les premiers à être intéressés par ce qu'une solution soit trouvée. Refusez l'influence de ceux qui profitent de la guerre pour s'installer, de ceux qui profitent de la guerre également pour exploiter le pétrole, surtout de la Libye, qui se positionne déjà et qui s'apprête également pour venir faire de la reconstruction le jour où il sera question de reconstruction. Résolvez le problème de la Libye, mais faites-le en libyen et faites-le pour l'intérêt de la Libye. Et ce message avait été compris par les 2 parties, aussi bien de l'Est que de l'Ouest, par d'autres groupes armés, par la société civile, et c'est cela qui avait permis de mettre en place une feuille de route où on avait mis à l'écart toutes les autres parties prenantes qui sont des soutiens d'une partie ou d'une autre. Je crois que si on veut trouver une solution, c'est à cela qu'il faut retourner, accompagner les Libyens pour que les Libyens trouvent une solution à leurs problèmes. Tant qu'on mettra les autres pays étrangers dedans, chaque pays a son intérêt là-bas, qui n'est pas nécessairement l'intérêt des Libyens. Et sur le plan socio-économique, comment se porte le pays? Mais le pays se porte très mal. Je dirais même très très mal, parce que la Libye est un pays, on parlait surtout de Kadhafi, les gens ne connaissaient pas la Libye, mais un étudiant libyen qui a le bac avait une bourse de façon automatique. On se soignait presque à 0 francs en Libye. Kadhafi avait créé des conditions telles que la vaccination des enfants et autres. Il avait un standard qui n'était pas loin du standard des Européens. Aujourd'hui, on ne parle plus de tout cela. Le pays est là, divisé en 2 parties. Il y a du pétrole, beaucoup de pétrole d'ailleurs, ce qui permettait à Kadhafi non seulement de s'occuper de la Libye, mais de venir même financer un certain nombre de pays africains. Mais regardez la Libye d'aujourd'hui par rapport à la Libye où Kadhafi finançait à l'intérieur au point d'aller financer même d'autres pays africains. C'est vraiment le désastre à l'intérieur, raison pour laquelle, encore une fois, les Libyens doivent regarder la réalité en face. Ils ont un potentiel pour reprendre en main leur pays. Ils ont un potentiel sur le plan... donc sortir de cette impasse. Oui, s'ils sortent de l'impasse, le pétrole est là. Ils sont en mesure de financer la reconstruction de la Libye. Il y aura un décalage, c'est vrai. Il y aura un retard, c'est vrai. Mais ils ont le plus dur quand on sort d'une guerre, c'est-à-dire de quoi pouvoir financer la reconstruction. Mais à l'état actuel des choses, comme je l'ai dit, personne ne pense à la Libye. Chaque groupe pense à son groupe. Chaque personne pense à sa personne et c'est ça qui avait fait échouer à un certain moment l'accord qui était allé le plus loin depuis que la crise a commencé en 2021. En matière de diplomatie, comment le pays en 2011 plutôt. 2011, tout à fait. Et sur le plan diplomatique, comment le pays est-il représenté aujourd'hui à l'échelle internationale? Sur la scène internationale, vous avez le gouvernement qu'on appelle le gouvernement d'union nationale qui est à Tripoli de Beïba, qui est considéré comme la représentation officielle de la Libye. Mais quand vous regardez bien et de très près, même ceux qui reconnaissent ce gouvernement de Beïba sont également en relation avec Khalifa Haftar. Ce qui rend la chose bizarre parce qu'en principe, si on dit que c'est eux l'officiel, l'autre c'est le rebelle. Mais beaucoup de pays font le jeu qui consiste à reconnaître ce qui est officiel, mais en même temps à maintenir des relations fortes avec Khalifa Haftar. Ils sont dans une chose très simple, comme ils le font tout le temps. Comme on est dans un pays où la guerre n'est pas finie,
On est dans un pays où il n'y a pas encore de solution. Est-ce que c'est l'Est ou c'est l'Ouest qui va diriger le pays demain? Ben, on met des pions des deux côtés pour que quelle que soit la partie qui va diriger demain, ce qu'on veut venir exploiter en Libye, qu'on puisse venir l'exploiter en disant à l'autre, mais nous étions là à côté de vous. Quand vous regardez les Américains, ils sont dans cette position. Vous regardez les Français, ils sont dans cette position du côté de Tripoli et qui maintiennent des relations avec Haftar. Qu'on se rappelle la visite de Haftar en France, qui avait presque créé scandale là-bas. Les gens disaient, mais on ne comprend plus rien. L'Égypte, c'est la même chose. L'Égypte est du côté de Haftar et pourtant, ils maintiennent des relations également avec la partie de Tripoli, etc. Pour dire que franchement, d'un point de vue diplomatique, il y a l'officiel qui est là, qui est reconnu par les Nations Unies avec le gouvernement de Tripoli, mais à l'Est également, il y a un gouvernement qui noue des relations avec les pays. Merci. Bouna Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.